Monsieur Gamalabina, beaucoup se orientent ou alors dirigent leur regard sur des enjeux géoéconomiques quant à ce conflit en Ukraine et beaucoup parlent même d'une question ou alors d'une problématique de positionnement et de puissance absolue de certains États autant pour moi occidentaux qui, selon eux, traduisent justement ces différents rebondissements perceptibles dans ce conflit en Ukraine. Alors, selon vous, pouvons-nous parler d'enjeux géoéconomiques au cœur de ces multiples rebondissements, au cœur de ces multiples réactions de la part de l'OTAN, de l'Occident, autant pour moi, dans ce conflit en Ukraine, ou tout simplement une question d'effet-réponse? Réponse. J'ai envie de dire que la question est très intéressante dans la mesure où on parle géoéconomique et on en parle très très peu en réalité dans ce conflit. On fait référence aux sanctions contre les Russes, on fait référence à l'acte de terrorisme, enfin de sabotage plutôt de Nord Stream 1 et 2, ce fameux gazoduc qui a quand même coûté 10 milliards par gazoduc. Hein. On fait référence à des rapports géoéconomiques extrêmement tendus pour l'Europe, mais pas tendus pour les États-Unis. Et c'est vrai que la réponse, enfin la question de la géoéconomie n'est pas absente de l'équation, puisque évidemment, la Russie, qui se rapprochait de façon assez soutenue de l'Europe occidentale, afin de créer cette espèce de grand continent, voulu d'ailleurs par De Gaulle à l'époque, de l'Atlantique à l'Oural, eh bien, posait problème aux États-Unis. Parce que créer un continent dans lequel vous avez une puissance, deux puissances très industrielles, l'Allemagne et l'Italie, qui travaillent de concert pour entre 50 et 60% pour l'Allemagne par exemple, les besoins énergétiques venaient de la Russie, créer cette grande puissance, cette grande intégration régionale pouvait poser problème en termes de production industrielle des États-Unis. On sait que les États-Unis, par exemple, sur le plan de la vente de véhicules automobiles, sont très en retard sur les Allemands et sur les Italiens, mais particulièrement les Allemands. Ils sont très en retard même sur les Français, sur le marché européen. On sait que leur présence économique en Europe est de plus en plus amoindrie par les concurrents européens. Et donc cette guerre est un avantage pour les États-Unis et pas pour les Européens. Pourquoi? Parce qu'elle casse la relation saine que les Russes avaient nouée avec l'Europe, permet de pouvoir fragiliser les économies européennes et surtout de fragiliser le tissu industriel allemand et italien. Les Italiens ont essayé de trouver une porte de sortie en passant par l'Algérie, donc on se rend bien compte que l'Algérie supplée une grande partie des besoins, des 40% des besoins en gaz de la Russie. Donc l'Italie a tiré son épingle du jeu avec un parti d'extrême droite, quelle ironie du sort. Et de l'autre côté, que les Allemands, eux, n'ont pas su résister, puisqu'ils sont toujours, il faut le rappeler, hein, c'est très important, toujours occupés par les forces américaines en Allemagne. Il ne faut jamais oublier que les Américains sont toujours présents dans la région et qu'ils ne lâchent pas cette occupation depuis plus de 75 ans maintenant. Eh bien, la question effectivement géoéconomique se pose dans la mesure où si l'Ukraine est emportée par les Russes, qui risque d'être le cas, pour la partie la plus intéressante de l'Ukraine, à savoir l'est de l'Ukraine, là où il y a le plus de richesses industrielles, et le sud avec les sorties de la mer du port de Crimée de Sébastopol, eh bien si l'Ukraine est divisée en deux parties, l'opération américaine aurait été un échec pour le terrain ukrainien, mais ça les intéresse très peu en réalité, mais aurait été une pleine réussite si le froid entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale ne trouve pas une accalmie. Or, la rupture est largement consommée, bien que, il ne faut pas l'oublier, Poutine, qui est un homme qui quand même se projette dans l'avenir, contrairement aux Européens aujourd'hui, Poutine, et la table de négociation est ouverte, vous avez eu des gestes dynamicaux, il ne parle pas d'ennemis, hein, il parle dynamicalité, ce qui est quand même un petit peu différent en termes sémantiques. Eh bien, Poutine explique simplement qu'il est prêt à revenir sur des relations saines, sachant qu'il a déjà trouvé une solution en termes d'exportation de son gaz et de son pétrole au niveau de la Chine, de l'Inde et d'autres pays de l'Est. Donc c'est vrai que la géoéconomie est considérablement importante. Pourquoi? Parce que dans les guerres, et les gens oublient ça, les gens ne font pas par les guerres décoloniales évidemment, mais on ne fait pas la guerre pour la gloire ou pour les droits de l'homme ou l'humanisme ou sauver les populations, ça c'est une plaisanterie. On fait la guerre essentiellement pour des questions d'argent. C'est des basses questions financières. J'en veux pour preuve que les États-Unis vendent des armes en Ukraine, ils ne les offrent pas, c'est pas un cadeau. Que les États-Unis prêtent de l'argent à l'Ukraine, il n'y a pas de don là-dedans, c'est des prêts, ils doivent être remboursés. Et que les États-Unis sont en train de ramasser une mise considérable face aux Ukrainiens avec un taux d'intérêt qu'on ne connaît toujours pas. On ne sait pas quel sera le taux d'intérêt du remboursement de la vente de ces armes, mais bien sûr du prêt direct d'argent. Et donc que les États-Unis vont faire comme avec l'Europe, une sorte de grand plan Marshall pour reconstruire la partie ukrainienne, qui restera ukrainienne s'il n'est pas démembré avec la Pologne qui est intéressée par le Nord, et puis les pays les ex-Maillards, donc la Bulgarie qui serait peut-être intéressée par l'Est. Donc les États-Unis ne sont pas intéressés par l'atomisation de l'Ukraine, mais ils voudront toujours avoir affaire à un État ukrainien qui leur remboursera ce qu'ils ont prêté. Donc c'est vrai que la géoéconomie à la fois pour la rupture
de l'intégration régionale européenne d'Europe occidentale et orientale, plus le contrôle du pétrole et du gaz, l'augmentation du prix du pétrole et du gaz, plus effectivement l'affaiblissement des industries européennes, sont des choses qui ont réellement un impact considérable dans le calcul américain. Et tout à l'heure, ça a été dit, Henry Kissinger disait très bien que cette guerre n'avait aucune chance d'être gagnée et qu'il fallait aller sur le théâtre de négociation. Parce que M. Kissinger, qui est un diplomate chevronné, de l'époque évidemment de Carter et avant, eh bien Kissinger a très bien compris les implications directes et le danger ça a été dit par Linda Larbaoui, de la dédollarisation de l'économie mondiale. Depuis Bretton Woods, depuis 1973, le monde vit au rythme du pétrole et du gaz, du pétrole et du dollar, le pétrodollar, et que si ce monde se dédollarise, si on a d'autres monnaies alternatives qui deviennent, comme Poutine l'a fait avec un coup de maître sur le rouble, des monnaies de référence, qu'on appelle donc des monnaies qui sont négociables internationales, des devises qui sont cotées, et bien à ce moment-là, le dollar perdra de sa superbe et finira peut-être dans les dames, puisqu'effectivement, ça a été aussi dit par Linda, les États-Unis sont un pays surendetté dont le plafond de la dette est largement dépassé et qui renégocie tous les ans ce rehaussement du plafond de la dette par rapport à son PIB. Oui, c'est bien un conflit géoéconomique qui est en place, comme souvent d'ailleurs, et ce conflit a des applications qui vont être dans la durée extrêmement fâcheuses. Je pense que les États-Unis ont fait un pari qui semble être perdant. Ils ont fait une erreur de calcul. Ils n'ont pas su isoler la Russie. Je pense que les Russes vont sortir grand vainqueurs pour la première fois de cette guerre. Et je pense que les Européens seront une fois encore les dindons de la farce, comme à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale, où l'Europe s'est retrouvée surendettée avec le plan Marshall. Afrique Média, le monde, c'est nous.